athlète sportif, coach, influenceur, youtubeur, recordman français du développé couché. Vous pensez bien évidemment à Baptiste Marchais. Bonjour Baptiste Marchais. Bonjour Martial. Allez, les youtubeurs doivent faire parler d'eux pour exister. C'est la loi, c'est la règle. Et votre dernière provocation en date pour exister, elle est simple, elle se résume en une phrase. Les Français méritent de disparaître. Par dignité, ils doivent mourir. Merci la provocation. Oh, c'est pas une provocation. En plus, généralement, quand on provoque les autres. Tandis que les Français, ça m'inclut moi. Ça vous a pas échappé que je suis français. Donc ça veut dire que moi-même, je mérite de disparaître, moi, ma lignée, etc. Donc je m'inclus dedans. C'est pas une provocation, c'est un constat, c'est ce que je pense. Et je sais que vous avez dit, quand on est youtubeur ou influenceur, il faut faire parler de soi. Oui. Je crois que surtout quand on est youtubeur ou influenceur, il faut dire ce que les gens ont envie d'entendre. C'est ça qui fait que vous marchez. Et hélas, je rentre pas dans cette case, c'est-à-dire que moi, je dis simplement ce que je pense. Après, c'est à voir. Si les gens préfèrent que je leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre, ou s'ils ont envie d'entendre mon point de vue, même s'ils sont pas d'accord avec. Baptiste, vous dites pas les Français vont disparaître, vous dites ils méritent. Ah oui, parce que c'est leur comportement qui les amène à devoir disparaître. C'est pas la vérité, c'est pas leur comportement, c'est votre vérité. Non mais je sais pas, on est tout le temps, vous, moi et de manière générale en train de faire le constat que les Français font des mauvais choix, se comportent mal, etc. On est quand même très critique envers notre peuple. Donc oui, c'est la vérité, c'est leur comportement. C'est pas, il faut arrêter de dire que c'est toujours les autres, la faute des autres. C'est qui élit Macron ? C'est les Français. En fait, on ne peut pas dire, parce que je connais le contre-argument qui consiste à dire oui, mais il y a une partie des Français, parce que c'est ça en gros, qui se bat, il y a une partie des Français qui est digne, etc. Il y a une partie des Français, une partie français. Oui, mais on ne peut pas, quand on parle des autres, notamment de l'immigration, etc., dire en permanence c'est les grandes tendances qui comptent, on se fiche des exceptions, et ensuite quand on parle de nous-mêmes, dire ah ben non mais là c'est l'exception qui compte, on se fiche de la grande tendance. Non, que ce soit pour quand on parle du sujet des LGBT, quand on parle du sujet des minorités, quand on parle du sujet des Français, c'est la grande tendance qui compte, et la grande tendance, la grande majorité des Français, ce sont les gens qui votent Emmanuel Macron, ce sont les gens qui votent Jean-Luc Mélenchon, ce sont les gens qui mettent le masque quand on leur demande, ce sont les gens qui en fait disent oui à absolument tout, qui se fichent de leur patrimoine, qui se fichent de leur culture, etc. Ça, c'est la grande majorité des Français aujourd'hui. Évidemment qu'il reste une poignée, un petit village qui résiste encore et toujours. 33% on connaît. Des Français, 33% des Français, ça fait un gros village. 33% des votants. C'est pas la même chose. Peut-être ceux qui n'ont pas voté pensent la même et chose. Donc, il faudrait peut-être l'exprimer, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas ce qui se dégage dans la rue. Et encore une fois, même dans les votants, même dans les gens qui votent correctement, mettre son bulletin dans l'urne au bout de 4 ans, et puis tout le reste du temps rien dire et regarder ses pompes, je ne crois pas que ce soit suffisant et assez digne effectivement pour exister. Donc aujourd'hui, quand on a été tellement grand, tellement beau, tellement loin, que là on est redescendu tellement bas, il faut qu'on disparaisse, il faut que ça s'arrête pour rester sur quelque chose de grand. C'est comme un artiste. Hein. Vous savez, très souvent, quand un artiste est à son apogée, on dit vaut mieux qu'il parte maintenant, plutôt qu'il reste, qu'il fasse durer trop longtemps, et puis à la fin, l'image qui reste de lui, qu'est-ce que c'est ? Je suis tout à fait... J'ai exactement le même avis pour le peuple français. Euthanasie. On a bien compris votre propos, il naît d'un constat alarmant. Vous dites, soyez conscient que Mélenchon a fait 3 fois plus que Zemmour, c'est foutu. Et comme c'est foutu, vous appelez les Français à partir. C'est foutu démocratiquement, c'est la vérité, oui. Et je le pensais avant ces élections. Hein. D'ailleurs, on s'est vu il y a un peu moins de 2 ans. Je pense que en étant tout à fait honnête, vous voyez que mon discours n'a pas évolué, j'ai pas changé mon fusil d'épaule ou quoi que ce soit. Simplement, peut-être qu'il y a 2 ans, j'étais moins connu, donc il y a beaucoup de gens à qui peut-être ça a échappé et qui aujourd'hui ont l'impression que c'est une réaction à chaud ou quoi que ce soit. Non, simplement ces élections sont venues confirmer une pensée que j'ai déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire que le système électoral ne nous permettra pas de vaincre, que la majorité des Français est trop faible pour survivre, donc que le changement ne viendra pas d'eux et que la voie démocratique ne nous mènera à rien, que ce côté-là est foutu, et donc effectivement il faut s'ostraciser, entre guillemets, il faut sortir de ce système et se préparer aux grands événements qui vont arriver, à savoir certainement la guerre civile. Je précise que je ne l'encourage pas, je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il faut déclencher la guerre civile, je dis simplement que ce que je pense, c'est qu'au vu de tout ça, la guerre civile va arriver et que si changement il y a, il viendra certainement par ça, et qu'aujourd'hui, la seule chose importante, c'est effectivement de s'y préparer. Et pour s'y préparer correctement, c'est triste à dire, mais il faut sortir un petit peu, il faut s'extirper des griffes du monstre, parce que
c'est pas ici, au cœur du problème, qu'on peut régler les choses. Ah oui, je comprends pas les choses, vous allez me les expliquer. Moi, Eddy, il y a 2 ans, je m'en souviens parfaitement, il faut partir, et quand il y aura le devoir de se battre pour la France, je reviendrai. Voilà, c'est ça. Donc globalement, c'est la même chose. Vous n'avez pas changé de point de vue, je vous en donne acte. Mais ce que je comprends pas très bien, c'est, est-ce que partir, c'est faire quoi? Dans votre cas, vous êtes parti au Texas, là on le voit sur votre chaîne. Là, j'étais parti pour un séjour, j'étais pas parti pour y vivre. Mais est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je pars définitivement définitivement, encore une fois, non, c'est pas définitif, puisque c'est jusqu'au jour J. Après, à savoir, le jour où de grands événements arriveront, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas où ça va mener. C'est-à-dire, si ça mène à la fin de notre civilisation, à la fin, et puis peut-être à ma propre mort, ça sera la fin à ce moment-là. J'en sais rien, je ne me projette pas. J'essaye d'être prêt, d'être préparé, j'essaye pas de lire l'avenir. Si vous ne vous projetez pas, moi je vais vous projeter à travers les autres. Papacito, un ami, lui dit je veux partir en Espagne. Alors le ciel il est peut-être un petit peu plus bleu. Enfin, les nuages qui s'amoncellent sur la France s'amoncellent aussi sur l'Espagne, ça ne vous a pas échappé. Ce sont les mêmes mots, MAUX. Je ne sais pas si tout est exactement pareil. C'est vrai que d'un point de vue... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Espagne, donc ça, il faudra plutôt lui poser de la question à lui. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, je ne connais l'Espagne que par les quelques séjours que j'y ai fait pour des compétitions, etc. C'est vrai que d'un point de vue tout à fait extérieur, certaines choses, du point de vue de la sécurité, etc., ont l'air quand même d'être plus correctes en Espagne qu'en France. Après, il y a une autre chose qui joue énormément, c'est de ne plus contribuer à l'impôt, entre guillemets, parce que pour moi, c'est quand même une chose importante. C'est-à-dire que ici, l'État nous persécute, qu'on le veuille ou non, et c'est encore plus quand vous êtes influenceur ou engagé politiquement, ou en tout cas quand vous êtes une figure de l'opposition, l'État vous harcèle. Donc forcément, c'est pas les meilleures conditions pour construire, s'épanouir, etc. Je pense qu'effectivement, Papacito, en Espagne, généralement dans les pays limitrophes, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour qu'on bascule dans l'anonymat total et qu'en fait on vous cherche plus tellement de poux dans la tête. La preuve en est avec mes histoires de banque. La banque que j'ai trouvée est une banque européenne qui est située dans des pays frontaliers avec la France. Et j'ai eu aucun... Non, j'ai pas été officiellement interdit bancaire, mais j'ai pas eu de problème pour ouvrir un compte, tandis qu'en France on m'a refusé dans absolument toutes les banques. Donc c'est bien la preuve que des fois ça peut aider. Après encore une fois, moi l'Espagne je connais pas, donc je vais pas parler pour... Et puis il a des liens avec l'Espagne. Et puis en plus, bien sûr. Il a des liens familiaux, etc. On lui posera la question, en temps voulu, coupez-vous du monde, dites-vous. Est-ce que ça veut dire quoi, se couper du monde? Ça veut dire vivre en autarcie? Ouais, c'est là qui font des bases durables d'autonomie, de façon à pouvoir s'extirper du monde au maximum. C'est bien. C'est ça votre idée? Ça peut être une solution. Encore une fois, moi je suis pas là pour expliquer aux gens exactement ce qu'il faut faire. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Le conseil que je peux donner, c'est ça. Je pense que beaucoup de gens gagneraient effectivement à repeupler les campagnes. Je vois énormément de gens qui sont en télétravail, par exemple. Un télétravail, ça peut être de n'importe où. Hein. Donc, vous serez certainement mieux coupé de tout ça dans une campagne où vous aurez plus de liberté parce que moins de contrôle de l'État, un meilleur rapport à la nature, etc. Et puis, vous serez en dehors du cyclone, surtout le jour où ça pète. C'est toujours mieux d'être un petit peu à l'extérieur plutôt que dans l'œil de la tornade. Hein. Alors on va poursuivre votre analyse et vos conseils, mais inutile de vous dire que j'ai regardé que votre réaction d'influenceur est souvent, pas tout le temps, loin de là, mais quand même quelquefois mal perçue. Vous affirmez, je n'ai rien dit avant les élections, je savais où on allait, vous m'avez répété à l'instant. Ouais. Si vous n'avez pas milité, vous n'avez pas eu la possibilité d'infléchir les résultats, il ne faut pas venir pleurer sur les résultats, c'est imparable. En fait, le truc, c'est que c'est l'inverse. C'est que si j'avais appelé, par exemple, à voter... Alors déjà, moi, je crois pas que mon rôle ce soit appelé à voter quoi que ce soit. En fait, le vote, c'est une décision qui vient après une réflexion. Donc, pour avoir la réflexion, il faut des éléments, il faut comprendre, il faut apprendre, etc. Puis ensuite, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris, vous prenez la décision de voter. Donc moi, mon rôle, c'est peut-être plus d'amener les gens vers des éléments de compréhension et d'apprentissage. Et ensuite, c'est à eux de choisir pour qui voter. Je n'ai pas à décider pour eux, à dire vous devez voter pour ci, vous devez voter pour ça. Ensuite, si je dis que je ne crois pas au vote et à la voie démocratique, ce serait complètement malhonnête de ma part de quand même appeler à voter. Genre, oui, juste au cas où.
Non, c'est comme je dis, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir par ce côté-là. Et il y a une autre chose qui pour moi est importante, c'est que j'ai beaucoup de mal avec le suffrage universel. Je trouve ça un petit peu rabaissant, en vérité, le suffrage universel. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre pourquoi Nathalie des Anges de la télé-réalité, sa voix vaut autant que la mienne, en fait. Ça, je vous avoue que je trouve ça... côté Aymeric Caron, alors. Je trouve ça rabaissant. Pourquoi il dit la même chose ? Oui, il veut réserver le vote à une élite. Ouais, ben je peux comprendre ça. On n'a juste certainement pas la même définition de l'élite, exactement. Ouais. Les réactions, hein, je commence. Alors, bien sûr, ce sont les commentaires YouTube. Mais évidemment, les réactions sont d'autant plus violentes qu'ils ne vous en pas, comme moi, face à eux. Oui, c'est évident. C'est un élément important. C'est pour ça que moi, je vais vous les dire quand même, devant vous. C'est bien. C'est courageux. Immature. PLS les fachos. Il y a même Grégory qui écrit « Bon voyage déserteur ». Bon voyage déserteur. Merci c'est Grégory. C'est ça qu'on fait. C'est Grégory, hein, c'est pas... Oui, mais j'ai dit merci Grégory. C'est le petit Grégory. Bon voyage, c'est le petit Grégory. On vous fait le reproche de la faiblesse. Mais oui, évidemment. À vous, de la couardise. À vous. Ça fait mal quand même, parce que vous êtes quand même, objectivement, et je vous connais bien, loin de la faiblesse et de la couardise. C'est gentil de le préciser. Je le précise, ça c'est pas cher. Après, ça fait mal, moi ça me fait pas mal, j'en ai vraiment... Alors là, ça me passe loin au-dessus de la tête, justement parce que moi je suis sûr de moi, donc j'ai pas de... PLS les fachos. Oui, bon, bah ça c'est quelqu'un du bord d'en face, visiblement. Donc ça, bon, là, à la rigueur, ça je vais pas y répondre. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les critiques des gens qui viennent de nos idées, qui pourraient être soit mal comprendre, soit être déçus, etc. Alors après, la couardise, pourquoi ? Parce que pourquoi ? Parce que il faut être courageux pour rester ici et rien faire, c'est ça ? Et attendre, je comprends pas. Parce que s'il y avait, en fait... Il y a beaucoup de gens, alors là ça n'a pas été dans les exemples que vous avez cités, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit ils fuient le combat. Ils fuient le combat, puis y compris des exemples. Si Jeanne d'Arc avait fait ça, plus de la moitié de la France était occupée par les Anglais, elle a quand même décidé de se battre, en 40, la résistance, etc. C'est vrai, hein, c'est des choses qu'on a vues énormément. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais le problème de tous ces exemples, c'est que ce sont des exemples de guerre, c'est-à-dire de combat au sens propre, physique du combat. C'est-à-dire qu'en fait, Jeanne d'Arc, elle n'a pas dit « Mon Dieu, 60% de la France est occupée par les Anglais, présentons-nous aux prochaines élections. » Ou la résistance. La résistance française, ils ne se sont pas dit « Bon, ok, alors on travaille pour les Allemands, on paye l'impôt pour les Allemands, on fait des papiers, tout dans les règles, hein, surtout on ne dit rien, quand les Allemands nous donnent des ordres, on le fait, mais par contre, aux prochaines élections, ils vont voir. » C'est pas ça qui s'est passé. Tous les gens me disent, tu fuis le combat. Quel combat ? J'ai pas vu. Alors s'il y a un combat, dites-le moi. Parce que moi, je regarde les infos, j'ai pas vu de combat. Tout ce que j'ai vu, c'est des gens qui disent oui, monsieur Macron, et on n'est pas content, 2-3 petites pancartes, et puis alors après, on vote quand même pour lui. C'est ça que je vois, moi. Appelez-moi quand il y a des gilets jaunes qui, pendant des semaines et des semaines, bien sûr, sur leur argent, sur leur travail, mais bien sur sûr, leur famille, il faut leur rendre. Il faut occuper les rues, les ronds-points, c'était quand même superbe, ça, non ? Oui, c'était superbe, je suis tout à fait d'accord, ça s'est arrêté. Ça l'est encore d'ailleurs. Hein. Ça s'est hélas arrêté. Alors déjà le mouvement a été un petit peu euthanasié parce qu'elle a été récupérée par la gauche, je vous l'apprends pas. C'est dommage. Et puis ça s'est arrêté aux premières violences en vérité. C'est-à-dire que le gouvernement a répondu de façon extrêmement violente, comme n'importe quelle dictature. C'est-à-dire a répondu par la force. Hein. On a vu utiliser la police pour frapper la population, tirer sur la population avec des armes non létales, hein, comme toutes les dictatures molles. Mais voilà, on l'a vu. Et du coup, le mouvement s'est arrêté parce que les gens, justement, n'ont pas envie de combat. Les gens, ils veulent bien manifester, ils veulent bien dire qu'ils sont pas contents, mais ils ne veulent pas se battre, ils ne veulent pas de violence. On peut les comprendre, mais encore une fois, arrêtez de me dire que je fuis le combat. Il n'y a pas de combat. Et le jour où il y aura un combat, ce jour-là, j'attends tous ces gens. Parce que là, j'espère que Grégory, tous les autres, etc., quand on sera en train de se battre, comme les Ukrainiens le font, comme les Arméniens l'ont fait, quand ce sera notre tour, j'espère, moi tous les jours je ferai des stories en demandant à Grégory, mais je ne comprends pas Grégory, pourquoi tu n'es pas avec nous ? Où sont tous ces gens, tous les centaines de milliers, tous les milliers de commentaires de mecs qui disaient que tu es lâche, etc. J'espère que tous ces gens-là seront là, vraiment derrière la ligne de front, et qui seront là. Moi, j'ai aucun doute sur ma propre présence, ou celle de Papacito, ou d'autres de mes camarades. J'espère que tous ces gens-là pourront faire fi de tout ça. On conserve pas ces reproches-là. On va en voir d'autres qui, à mon avis, sont plus intelligents. Ceux-ci ne le sont pas. Mais il fallait le dire. Oui, non, mais c'est bien. Nous en avions convenu.
est-ce que vous n'êtes pas tout simplement éloigné de la vraie vie ? Voilà, en fait, à force d'être youtubeur, je ne vois plus la réalité, donc ça fait place au dépit, un peu au désespoir d'ailleurs. Vous savez, le désespoir en politique, c'est de la sottise absolue, c'est le marasme, mais c'est toujours très valable. Mais ça, c'est une vraie question pour le coup qui est intéressante. Même moi, alors pas sur ce sujet-là spécialement, mais c'est vrai que même moi, qui viens qui ai vécu toute ma vie très modestement, avec des revenus très modestes, d'une famille modeste, etc., qui a dû travailler durement, c'est vrai que même moi, des fois, je me dis, mais est-ce que le fait d'avoir changé complètement de classe sociale, est-ce que des fois je me pose la question. Je pense pas parce que, en tout cas économiquement, je vais venir sur la suite après. J'ai encore ma famille, hein, évidemment, tout le monde n'est pas devenu d'un seul coup. J'ai pas gagné euro million non plus, donc c'est pas. Voilà, j'ai tous les gens que je fréquente, tous mes amis. J'ai pas changé de cercle d'amis, j'ai pas changé ma famille, j'en vois toujours autant, etc. Donc tous ces problèmes-là, je les vois. J'essaie de les aider maintenant que je peux. Ça fait plaisir de pouvoir dire à ma sœur, elle doit faire changer ses fenêtres. Écoute, c'est moi qui te les paye. Faut refaire la chambre du petit. Écoute, j'ai fait une sponsor. Je vais te donner un billet, etc. Mais enfin, ça n'empêche que les difficultés, elles les ont déjà. Ma sœur, elle travaille à plein temps, elle est obligée de me demander de l'argent pour pouvoir faire correctement la chambre du petit. Mes parents, je leur paye un voyage pour la fête des mères ou quoi que ce soit, parce que d'eux-mêmes, ils n'ont pas l'argent pour le faire. Donc non, je pense que la réalité, elle est toujours là. Et ensuite, une deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est intéressant, mais je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on est à ma place, on ne parle qu'avec des gens qui sont des militants ou convaincus de nos idées, etc. Moi, tous les jours, je reçois des centaines de messages de mecs qui disent « tu as raison », etc. On fréquente des gens comme vous, Martial, comme d'autres gens. Et donc, en fait, on a l'impression qu'il y a une émulsion, etc. Donc, en fait, ce qui m'éloignerait de la réalité, ce serait justement ce milieu et de se dire, bon, en fait, non, on va gagner. Là, je vois toute l'émulsion, tout ce qui se passe autour de moi, ma chaîne cartonne, les gens me suivent, je rencontre plein de gens qui sont d'accord avec moi, ou on a des divergences, mais qui, en tout cas, sont prêts à les défendre. Donc, en fait, et c'est ce qui se passe, à mon avis, pour beaucoup d'influenceurs, et c'est ce qui a fait la grosse déception du score de Zemmour, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont dit, mais Zemmour, il va faire 30%. Et je vois regardez, on est 100 000 au Trocadéro, etc. Et non. En fait, moi, je pense que justement, je suis dans la réalité parce que je fréquente très peu de gens, finalement, du milieu politique. Je viens pas de j'ai milité de longues années dans ce milieu, mais j'ai toujours gardé mon cercle privé en dehors de ce milieu, le cercle sportif, etc. Je m'entraîne dans des salles, dans des quartiers de banlieue, tout ça. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est le français lambda. Et je vois bien que le français lambda, il n'est pas dans notre combat, que le français lambda, il n'a pas nos idées, que le français lambda, il n'est pas plus fort. Au contraire, il s'affaiblit d'année en année. Et il se fait remplacer aussi d'année en année. Je le vois, tout ça. Donc non, au contraire, je pense que c'est le fait justement d'être resté dans la réalité et de pas être complètement tombé dans le monde ce qu'on appelle la patriosphère, etc. Je pense que c'est ça qui fait que peut-être que ma réaction est à contre-courant de certains autres. Alors, je reviens sur cette notion de s'expatrier. Pour vous, on le sait, s'il y a un choix, ça sera le Texas. Et j'ai regardé vos vidéos intitulées « Ma vie au Texas ». Les vlogs, ouais. Les blogs sur le Bench and Cigar Tour, en partenariat avec Getter. Vous voyez que j'ai aussi joué l'influenceur. Alors, j'ai regardé tout ça. Alors, prière et hymne américain avant un événement sportif, je me suis dit, ça, c'est cool. Ça, c'est bien pour eux. J'ai utilisé vos termes, hein, cool. Manger de l'élan, avoir des couverts en plastique, mais pas en bois, oui, c'est cool. Oui, c'est des détails, mais c'est plus une grande rangée de sauce barbecue, oui, c'est cool. C'est cool à condition d'être américain, c'est-à-dire, vu que c'est quelque chose qu'ils fabriquent sur place, avoir beaucoup de choix de produits locaux, c'est bien pour eux. Vous nous montrez la vie au Texas, donc c'est parce que vous dites, regardez, c'est bien, quoi. Bon, la country music, c'est cool. Mais la pauvreté qui s'abat sur le Texas, 270 000 kilos distribués par la Banque alimentaire à Dallas, ça, c'est relou, comme vous dites dans votre vidéo. L'arrivée massive, invasion, dit le gouverneur du Texas, Greg Abbott, à la frontière en raison de la crise de l'immigration, relou. Panne d'électricité à cause des ouragans, relou. L'herbe, elle n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs, Baptiste Marchais. Alors, déjà, je suis pas l'avocat du Texas. J'ai jamais dit aux gens d'y aller. Il faut quand même le préciser. Je n'ai jamais dit à personne, et ça, je défie quiconque de retrouver une phrase de ma part qui dit aux gens d'émigrer au Texas. Je l'ai jamais dit. C'est un choix personnel parce que moi, j'ai des opportunités sur place et que c'est un endroit mis à part la France, c'est, je pense, l'endroit qui me plaît le plus. Donc, c'est pour ça. Donc, je suis pas leur avocat. Ensuite, tout ce que vous avez cité, je l'entends. Il faut évidemment, il
il faut l'expliquer, mais tout ce que vous avez cité, ça reste moins dur que vivre en France. Hein. Je suis désolé. C'est-à-dire que oui, il y a des pauvres à Dallas, ce qui est vrai, hein, parce que Dallas c'est une énorme ville, et c'est d'ailleurs une des rares villes démocrates du Texas avec Austin. Donc oui, il y a des pauvres, ça c'est vrai. Faut quand même dire que le taux de chômage au Texas est seulement à 1%, hein, donc 10 fois moins élevé que celui de la France. Bon, donc il y a des pauvres, il y en a certainement moins qu'ici. Ensuite, oui, ça arrive, effectivement, c'est pas le paradis. Ensuite, oui, il y a des ouragans. Bah oui, là où ils vivent, effectivement, il y a des ouragans. Comme nous, il y a des inondations dans le Var. Et quand il y a de très fortes inondations, j'ai moi-même été, il y a quelques années, descendu dans le Var pour aider les gens avec des canots, etc. Et des gens qui étaient coincés dans leur maison. C'est terrible, mais enfin, c'est la nature, c'est comme ça. Et ensuite, je sais plus ce que vous avez, le troisième truc. Oui, l'invasion migratoire. Bon, ça, c'est la vérité aussi. Effectivement, ils sont à la frontière. Donc, il y a une invasion migratoire mexicaine. C'est vrai. Mais là, pour le coup, je connais très bien le sujet. Moi, je suis beaucoup à Fort Worth quand j'y suis, donc qui est une grande ville avec énormément de latino-américains, énormément de Mexicains. Vous savez ce que c'est le premier métier, le premier et le deuxième métier le plus représenté chez la première génération de Mexicains au Texas, c'est-à-dire les parents arrivent, les enfants. Premier, deuxième métier, vous pouvez vérifier. C'est policiers et marines. Est-ce que vous pensez, en France, que le premier métier représenté dans l'immigration nord-africaine, c'est policier et militaire? Moi, je ne pense pas. Donc il y a immigration et immigration. Effectivement, il y a un gros problème d'immigration. Ensuite, il faut aussi dire que le Texas, c'est un pays qui a appartenu au Mexique, qui a été fondé et par des Mexicains et par des Américains. Hein. Les Mexicains sont battus à Fort-Alamo, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a extrêmement peu de racisme, par exemple, de la part des Texans envers les Mexicains. Hein. La plupart des Texans, les gros patriotes, les grands conservateurs le disent, on a une culture commune, on se ressemble énormément. Les policiers avec qui je m'entraîne me disent on a très très peu de problèmes avec les Mexicains, puisque en vérité, mis à part les gangs, hein, parce que les gangs c'est comme partout dans le monde, mis à part les gangs, je veux dire les Mexicains de manière générale sont des fermiers qui viennent du nord du Mexique, qui ont la même culture que nous, qui sont très conservateurs. Le vote des Mexicains au Texas, et justement Greg Abbott a reçu un vote massif de la part des Mexicains, et ce sont des catholiques. Donc on ne peut pas tellement comparer la situation migratoire avec celle de la France, même si effectivement ça crée un problème, parce que quand vous avez des frontières non sécurisées, c'est un problème. La différence, c'est la façon de gérer les choses. Greg Abbott a envoyé la garde nationale à la frontière, demande de l'aide à Joe Biden, qui évidemment ne répond pas depuis des mois, et les gens massivement, si vous prenez un Texan dans la rue au hasard, un blanc Texan dans la rue au hasard, et que vous lui demandez y a-t-il un problème avec l'immigration, il va répondre oui, à 99%. C'est pas comme les Français où un coup sur deux il va dire mais non, c'est une chance, ou je sais pas quoi. Donc, évidemment, il y a des problèmes. C'est simplement, ils sont traités différemment. Cette forme de désespoir, est-ce que ça ne tient pas, et enfin, on en aura fini à cela, oui, à votre jeunesse, hein, un peu Lucien de Rubempré, vous voyez, Lucien Chardon dans Les Illusions perdues de Balzac. Vous perdez vos illusions parce que vous êtes jeune. Alors déjà, la première chose, c'est que je ne crois pas que ce soit du désespoir. Contrairement à ce qu'on peut croire. Parce qu'en fait, dire la solution, elle n'est pas démocratique, elle ne se fera pas par la démocratie, ça ne veut pas dire ça n'arrivera jamais. Je n'ai jamais dit on ne gagnera jamais, je n'ai jamais dit c'est sûr à 100% voilà, qu'on va perdre, ça. Je n'ai jamais dit ça. Je dis juste que s'il y a une chance que la France renaisse, ça se fera hélas dans le sang. C'est la seule chose que je dis. Hélas, c'est comme ça, mais je pense, hélas, que pas parce que encore une fois, je suis obligé de le préciser, c'est un peu terrible, mais c'est parce que je le précise pour rester dans un cadre légal. Ce n'est pas moi qui appelle à ça, évidemment. Je ne souhaite pas que les gens démarrent une guerre civile ou quoi que ce soit. J'appelle personne à faire la guerre civile. Simplement, je crains et je suis quasi persuadé que la guerre civile va arriver, qu'on le veuille ou non, et que, de par le fait, peut-être qu'on gagnera, peut-être qu'on perdra. Et donc, s'il reste un espoir, c'est là-dedans. Donc c'est pas, je suis pas désespéré. Puis ensuite, généralement, non, vous savez, plutôt... Bon, moi, j'ai 28 ans, c'est-à-dire que je suis ni vieux, ni trop jeune, hein, entre deux âges, on va dire. Et donc, ça fait quand même presque 15 ans que je milite. Hein. C'est-à-dire que moi, les gens me connaissent sur YouTube depuis 2 ans, mais vous le savez, par exemple, ça fait 15 ans que je milite. J'ai entendu des gens me dire « Ah, la première élection perdue, tu baisses les bras ».
bras. Mais ce n'est pas ma première élection perdue, c'est la 3e pour moi. Et les gens avec qui je milite ou avec qui que je côtoie, des fois c'est leur 4e, leur 5e, voire certains leur 6e. Donc ne me dites pas que c'est la première élection perdue, ça fait très longtemps. Et tout ce que beaucoup de jeunes, de vrais jeunes de 18 ans font aujourd'hui, oui mais nous on colle les affiches, on tracte, etc. Mais j'ai fait tout ça, les manifs, etc. J'en ai fait des centaines. Je pense que j'ai passé un cap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas une désillusion, etc. C'est simplement, au contraire, je pense un peu de maturité, de se dire, bon, visiblement, ça ne marche pas, c'est même de pire en pire, donc trouvons autre chose. Alors si c'est pas du désespoir, si ce n'est pas les illusions perdues, est-ce que c'est pas tout simplement un manque d'espérance? J'allais dire, et Dieu dans tout cela, parce que je pensais que, et vous étiez venu nous dire ici aussi, avec l'abbé Raffray, que vous pensiez que la prière avait un poids, un sens, bien évidemment, et donc que le mot espérance avait un sens, hein, cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, disait Peggy, immortelle. Mais on peut reprendre des exemples comme Jeanne d'Arc ou les premiers croisés, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup d'espérance de leur part, il y avait beaucoup d'espoir. Ils ont changé le monde. Oui, par la guerre. Ça n'empêche que Jeanne d'Arc, elle a bien appelé à faire la guerre. Elle n'a pas dit on prie et c'est tout. Elle a dit on prie pour qu'on gagne. Mais combien de saints ont changé le monde sans la guerre? Ben, ça arrive évidemment, mais je vous laisse prier pour changer le monde sans la guerre et je prierai de mon côté pour le changer avec la guerre. C'est comme ça. C'est plus du pragmatisme qu'autre chose, c'est ni de l'espérance, ni du désespoir, ni quoi que ce soit, c'est plus du pragmatisme. Mais je prie tous les jours pour que les choses s'arrangent, etc. J'ai simplement peur que ça ne s'arrange que par des choses très graves, hélas. Hélas, c'est récurrent dans l'histoire de France. Hein. Je veux dire, on a à chaque fois dû beaucoup sacrifier, on a dû beaucoup perdre pour pouvoir être libre. Et j'ai peur qu'on doive y repasser cette fois-ci encore. Qu'est-ce qui reste de français en vous, le cœur? Parce que déjà sur la tenue, ni plus le t-shirt, ni la casquette, ni le mug. Oui. Ça s'appelle un mug. Il n'y a plus rien de français. Après, c'est un t-shirt avec des palmiers, c'est pas non plus... Ouais, c'est pas les palmiers sur la casquette. Hein. La casquette, c'est la NRA, c'est vrai, parce que c'est comment le lobby des armes américains, et c'est vrai que c'est une association que je soutiens, mais... Dit-il comme ça, en passant. Et oui, parce qu'il y a sans provocation aucune. Non, surtout en France. Voilà, c'est ça. Il y a quelques mois, par exemple, j'étais en Russie, et on m'a vu apparaître avec des photos avec une chapka, des chaussons traditionnels russes, j'ai été chassé en Russie, et bizarrement, je n'ai reçu absolument aucune réflexion qui me traitait de russianoïde. Personne m'a dit tu t'habilles comme un russe, etc. Personne, bizarrement là pour tout le monde c'était normal. Donc quand je mets une casquette, si j'ai bien compris, là c'est pas bien. Non, c'est une casquette américaine, mais quand c'est une chapka, c'est bien. Non, mais j'ai pas d'avis, je vous pose la question. Simplement, voilà, il reste énormément de Français en moi, mais je crois pas que ça passe, qu'être français, ça passe spécialement par la façon de s'habiller ou autre chose. Moi, en tout cas, quand je suis à l'étranger, et notamment au Texas, je me sens extrêmement français. Je vois le fossé qui me sépare avec certains pans de la culture texane. Dans d'autres, je m'y retrouve énormément parce qu'il y a énormément d'Européens et de Français. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à le concevoir vu de l'extérieur, mais dans leur culture. Donc, je pense que, typiquement, quelqu'un qui vit dans les montagnes du Béarn ou au milieu des forêts de Picardie, ou voilà, quelqu'un qui a vraiment un aspect très rural, très développé, est beaucoup plus proche d'un Texan que d'un Parisien. C'est terrible, mais c'est comme ça. Faut pas oublier que c'est un endroit qui a été fondé par des Européens et qui a gardé une culture de la campagne, une culture du sauvage, de la ruralité, de la liberté qui est inhérent aussi à la culture rurale française. Simplement, ils l'ont fait perdurer, et puis évidemment, c'est aussi un autre pays, etc. Ils ont construit par-dessus. Mais je me sens plus dans mon élément quand je suis à Alvaredo, dans les grandes plaines, en train de chasser, etc., que quand je viens au Kremlin-Bicêtre pour être interviewé ici, hein, vous savez. Je ne comprends pas. Ça ressemble plus à la France là-bas. Hein. Merci beaucoup Mathilde Marchais pour cet entretien un peu vérité, qui va faire forcément réagir. Oui, je tiens à préciser que je vous ai, entre guillemets, donné carte blanche pour aller chercher les pires choses qui ont été dites sur moi ou quoi, ou de me rentrer dedans, que c'est pas vous, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand on fait des interviews ensemble, je vois des gens critiquer en disant Martial, il cherche la merde, il est pas d'accord avec nous. Non, en fait, c'est simplement votre rôle, exactement, votre rôle de journaliste, et je vous remercie de le faire si correctement. Merci à vous d'être venu. Merci Baptiste Marchais.